Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'obélisque du Latrane est le plus grand obélisque égyptien antique encore debout au monde et le plus haut d'Italie. Il est situé à Rome, sur la place en face de la basilique Saint-Jean de Latrane et de l'hôpital San Giovanni ad Olorata. Créé à l'origine vers 1400 avant Jésus-Christ à Karnak en Égypte, sous le règne des pharaons Thoutmôsis III et Thoutmôsis IV, l'obélisque est en granit rouge et pèse 455 tonnes. Il a été déplacé à Alexandrie au début du IVe siècle de notre ère par l'empereur romain Constance II. En 357 de notre ère, il a été expédié à Rome et érigé au Circus Maximus. Au fil du temps, l'obélisque s'est effondré et a été enseveli sous la boue, mais a ensuite été exhumé et restauré. Après s'être effondré et avoir été réérigé, l'obélisque mesure maintenant environ 4 mètres de moins et pèse environ 300 tonnes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Le mont Nemrut est une montagne du sud-est de la Turquie, célèbre pour son sommet, où un certain nombre de grandes statues ont été érigées dans le cadre d'un tombeau royal du 1er siècle avant Jésus-Christ. La montagne culmine à 2134 mètres et est l'un des plus hauts sommets des monts Taurus de l'Est. Les statues de la montagne ont été construites en 62 avant Jésus-Christ par le roi Antiochus Ier de Commagène. Il a construit un tombeau sanctuaire au sommet de la montagne, flanqué de statues massives de lui-même, de 2 lions, de 2 aigles et de plusieurs divinités issues d'un mélange de traditions grecques et iraniennes. Cet arrangement de statues, connu sous le nom de hiérotésion, représente divers dieux antiques et mesurait à l'origine près de 10 mètres de haut. Le complexe du mont Nemrut appartient au royaume de Commagène, un petit royaume arménien indépendant établi en 162 avant Jésus-Christ. Il comprend un tumulus funéraire de 50 mètres de haut, fait de pierre en vrac, entouré de terrasses sur 3 côtés. Au niveau supérieur des terrasses est et ouest se trouvent 5 statues colossales de dieux en calcaire. Profondément caché près des chutes animées du Niagara, précisément à la frontière entre les États-Unis et le Canada, se cache un mystère qui fait frissonner la plupart des aventuriers. Nous ne parlons pas de la hauteur époustouflante ou du gouffre profond qui vous accueille d'un faux pas. Non, il se passe quelque chose de bien plus effrayant. À l'ombre de ces merveilles naturelles, cachées aux yeux du passant ordinaire, se trouve la grotte du mauvais esprit. Cette grotte naturelle porte une histoire qui vous fera dresser les poils sur les bras. On dit que ce lieu est possédé par un mauvais esprit, une présence si intense que les visiteurs ne peuvent l'ignorer. La légende raconte que l'esprit maléfique aurait été réveillé par la construction d'une centrale hydroélectrique près des chutes du Niagara. La grotte sert de portail, de porte vers notre monde, à travers laquelle l'esprit peut déchaîner sa fureur sur les âmes sans méfiance. En 1809, un chef militaire a décidé de délivrer un message macabre pour dissuader les rebelles de faire des plans de bataille. Ce message allait horrifier les archéologues des siècles plus tard. L'homme en question était le général turc Urshi Pacha. La structure qu'il avait construite le long de la route principale à l'entrée de la ville de Nice en Serbie était une tour faite des crânes de ses ennemis. La tour de crâne est toujours considérée comme l'une des découvertes archéologiques les mieux conservées de tous les temps. Le général turc a utilisé un total de 952 crânes et lorsque la tour a été construite, elle mesurait environ 4,5 mètres de haut et 4 mètres de large. Après la découverte de cette tour, certains des crânes ont été détachés pour donner aux défunts une sépulture correcte. On pense que cette espèce humanoïde nommée Homo georgicus a vécu il y a environ 1,8 million d'années. Cette espèce a été découverte sur le site archéologique de Dmanisi en Géorgie. Le site a livré un nombre important de fossiles humanoïdes, dont plusieurs crânes et restes squelettiques très bien conservés. Les crânes d'Homo georgicus présentent une forme de crâne allongée et basse, des arcades sourcilières proéminentes et une taille de cerveau relativement petite. Cependant, ils présentent également des caractéristiques uniques comme un visage et des dents relativement petits. Des fossiles d'Homo georgicus ont été découverts exclusivement sur le site de Dmanisi en Géorgie, ce qui suggère qu'ils habitaient cette région au début du Pléistocène. Le site de Dmanisi donne également un aperçu du paléo-environnement dans lequel vivaient ces humanoïdes. La zone était probablement une mosaïque d'habitats boisés et ouverts, offrant une gamme de ressources aux premières populations humaines. La lampe d'Aladin est un conte fascinant.
Bien qu'elle fasse à l'origine partie du recueil d'histoires connu sous le nom de Mille et une nuits, elle s'est transformée en une légende populaire à part entière. La lampe elle-même est souvent décrite comme un petit objet en or, magnifiquement travaillé, orné de gravures complexes. D'après la légende, en frottant la lampe d'or, on fait apparaître un génie qui exauce 3 vœux. On dit qu'elle possède des pouvoirs incroyables et que sa découverte apporte chance ainsi que malchance. Les gens ont tellement voulu posséder la lampe d'Aladin que cela s'est déjà produit dans la vie réelle. Un médecin indien a été dupé par 2 personnes qui lui ont vendu une lampe magique en lui promettant qu'elle lui apporterait la richesse et la santé. Pour le convaincre, ils ont même fait semblant d'invoquer des esprits dans une scène sinistre. Ils ont finalement réussi à vendre la lampe magique pour 41 000 $. Croyez-vous qu'une telle lampe existe et quelles sont les 3 choses que vous souhaiteriez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le monde du cinéma a une longue tradition de projets novateurs et expérimentaux, mais peu d'entre eux peuvent rivaliser avec 100 ans, le film que vous ne verrez jamais. Ce projet cinématographique novateur est le fruit d'une collaboration entre le célèbre réalisateur Robert Rodriguez et l'acteur acclamé John Malkovich. Le film est destiné à ne sortir qu'en 2115, ce qui signifie que personne qui était en vie à l'époque de sa production ne pourra le voir. Le film lui-même est stocké dans une capsule temporelle sécurisée spécialement conçue à cet effet. Cette chambre forte futuriste s'ouvrira automatiquement le 18 novembre 2115. L'intrigue du film reste strictement confidentielle. 3 bandes-annonces ont été diffusées, mais elles ne donnent que de vagues indications sur les thèmes possibles, chaque bande-annonce se déroulant dans un scénario futur hypothétique différent. Rodriguez et Malkovich n'ont pas fait le film pour leur public actuel, mais pour les futurs spectateurs. De quoi pensez-vous que le film parle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Sans reste squelettique concret ni description physique dans le Nouveau Testament, les représentations antérieures de Jésus étaient principalement le résultat de l'imagination de l'artiste et des normes de l'époque. L'image emblématique de Jésus avec une barbe n'est apparue que vers 400 après Jésus-Christ, peut-être pour symboliser sa sagesse, car les philosophes de cette époque étaient souvent représentés avec des poils sur le visage. L'art européen médiéval représentait souvent Jésus avec des cheveux bruns et une peau claire, et cette représentation est devenue encore plus importante au cours de la Renaissance italienne, avec des œuvres célèbres comme la scène de Léonard de Vinci. Contrairement à cette représentation populaire, des reconstructions médico-légales récentes suggèrent que Jésus avait probablement un teint plus foncé et des cheveux courts, foncés et bouclés. Richard Neve, un artiste médical à la retraite, a basé sa reconstruction sur 3 crânes sémitiques d'Israël et a utilisé des techniques médico-légales modernes pour déterminer l'apparence possible de Jésus. Cette approche combine des données culturelles et archéologiques avec des méthodes médico-légales couramment utilisées pour identifier des individus inconnus. Bien que cette reconstruction ne définisse pas nécessairement Jésus comme noir, elle indique qu'il avait probablement un teint plus foncé et des cheveux plus bouclés que ceux traditionnellement représentés. Quirigua abrite certaines des sculptures en pierre les plus remarquables des Amériques. Ces structures monumentales, appelées stèles, ont été érigées entre 200 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ. Les stèles imposantes sont finement sculptées sur les 4 côtés avec des hiéroglyphes allant de haut en bas. Les glyphes et les symboles étaient destinés à être lus comme un livre, offrant des informations précieuses sur l'ancienne culture maya, y compris ses croyances, ses rituels et son histoire. Malheureusement, une grande partie de ces connaissances anciennes a été perdue au fil du temps. Contrairement à d'autres sites mayas, les stèles de Quirigua ont été sculptées dans l'un des grès les plus durs et les plus denses trouvés dans les Amériques. Les plus grandes stèles pèsent entre 50 et 75 tonnes, la stèle E étant le plus grand monument debout du Nouveau Monde. Elle mesure près de 12 mètres de haut et a près de 2000 ans. D'autres stèles remarquables de Quirigua, notamment les stèles A, B, C et D, pèsent entre 20 et 50 tonnes. Les cerfs-volants du désert noir en Jordanie sont d'anciennes structures en pierre avec une forme convergente qui ressemble à un cerf-volant. Ces structures varient en longueur de moins d'une centaine de mètres à plusieurs kilomètres et se situent à une hauteur de moins d'1 mètre. Les cerfs-volants entourent des zones d'une taille moyenne de 10 km², bien que des tailles plus grandes et plus petites soient également connues. Ils font partie d'un phénomène plus large que l'on trouve dans des régions spécifiques du Moyen-Orient, avec des structures similaires connues dans le monde entier. Les cerfs-volants sont fabriqués à partir de pierres de basalte qui sont abondantes dans le paysage volcanique du désert noir.
Une théorie suggère que ces structures étaient utilisées comme pièges de chasse pour chasser et capturer des animaux sauvages comme les gazelles. Les longs murs convergents guidaient les animaux dans une zone fermée où ils pourraient être plus facilement chassés. Cependant, une question intrigante demeure, qui les a construits? De nombreux cerfs-volants ont été identifiés pour la première fois sur des photographies aériennes prises dans les années 1920. Leur visibilité depuis le ciel ajoute une couche de mystère, car les peuples anciens ont conçu ces structures sans la possibilité de les voir d'en haut. Au cœur de la forêt nationale isolée de Malheur dans l'Oregon, cachée au milieu d'arbres denses et du murmure du vent, se trouve la grotte du Malheur. Un lieu enveloppé de mystères et d'histoires murmurées. C'est ici que murmurent les ombres d'une société secrète de francs-maçons qui s'y sont rassemblés clandestinement. Les origines et les objectifs de ces mystérieux rassemblements sont enveloppés dans la nuit des temps, seules les légendes locales nous offrant un aperçu de ce qui a bien pu s'y produire. On murmure que les francs-maçons se réunissaient ici pour accomplir d'anciens rituels et cérémonies, loin du monde extérieur qui ne connaissait rien de leurs secrets. Certains pensent qu'ils se sont réunis pour discuter de questions mondaines, à l'abri des regards indiscrets du monde extérieur. D'autres disent que la grotte était un refuge pour pratiquer la magie noire et sinistre avec l'aide de forces surnaturelles inconnues. Aujourd'hui, les plus courageux d'entre nous peuvent découvrir par eux-mêmes l'atmosphère mystérieuse et presque surnaturelle de la grotte de Malheur. Les échos du passé persistent dans l'air, tandis que les ombres dansent sur les murs anciens. Peu de découvertes archéologiques sont aussi extraordinaires que celles du peuple de pierre de Pompéi. Lorsque le volcan Vésuve, en Italie, est entré en éruption en 79 après Jésus-Christ, il a enseveli la majeure partie de la ville sous 6 mètres de cendres volcaniques. Les habitants n'ont pas eu la possibilité de s'enfuir. Plus de 19 siècles plus tard, ils restent prisonniers de leurs derniers instants, préservés sous forme de statues. Aujourd'hui, les chercheurs continuent de faire de nouvelles découvertes archéologiques sur ce site. En 2018, par exemple, ils ont mis au jour les restes lapidaires de 3 chevaux. Un an auparavant, 2 corps ont été découverts qui semblaient s'étreindre alors qu'ils rencontraient leur destin. La dernière trouvaille cependant a été faite en 2021. En effet, les archéologues ont trouvé une pièce faite pour les esclaves sous l'Empire romain. Homo gotengensis n'est pas une espèce largement reconnue ou acceptée au sein de la communauté scientifique. Cet humanoïde a été proposé dans une étude réalisée en 2010 par Darren Curnow. Il l'a décrit comme une nouvelle espèce basée sur des restes de crâne, de mâchoires et de dents trouvés en Afrique du Sud. Si Darren a raison, alors ces personnes auraient vécu il y a entre 1,8 million et peut-être aussi récemment que 0,8 million d'années. Cela signifierait qu'il s'agirait de l'une des espèces humanoïdes ayant la plus longue durée de vie. Bien que cela puisse s'appliquer à toutes les autres espèces humanoïdes, celle-ci était unique. On pense que ces individus d'Homo gotengensis n'avaient pas de langue. Leurs fossiles suggèrent que Tarzan n'était peut-être pas si loin de la vérité. Ces anciens peuples s'adonnaient aux arbres et selon Darren, ils étaient probablement des spécialistes de l'écologie qui mangeaient plus de légumes que les humains modernes. Ils ont peut-être également utilisé des outils en pierre et du feu, comme en témoignent les ossements d'animaux brûlés trouvés à proximité. Tout cela alors que le plus grand Homo gotengensis mesurait un peu plus de 1 mètre de haut et passait la majeure partie de sa vie dans les arbres où il mangeait, dormait et évitait les prédateurs. L'anneau de Gyges est un objet mythique mentionné dans la République de Platon, un texte philosophique écrit dans la Grèce antique. L'histoire de l'anneau est présentée comme une expérience de pensée explorant la nature de la moralité et l'influence corruptrice du pouvoir. Selon l'histoire, Gyges était un berger qui découvrit un anneau magique alors qu'il gardait son troupeau. Cet anneau avait le pouvoir de donner à son porteur la capacité de devenir invisible à volonté. Grâce à ce nouveau pouvoir, Gyges réalisa qu'il pouvait agir sans craindre d'être pris ou tenu pour responsable de ses actes. Avec son nouvel anneau magique, il décide de séduire la reine, d'assassiner le roi et de s'autoproclamer roi. Grâce au pouvoir de l'anneau, il pouvait agir à sa guise sans aucune conséquence ni jugement. Gyges était autrefois un simple berger, mais l'anneau l'a transformé en un souverain impitoyable et assoiffé de pouvoir. Et vous, que feriez-vous si vous aviez cet anneau ? Le temple de Salt Lake est une capsule temporelle enterrée dans le temple de Salt Lake situé à Salt Lake City, dans l'Utah. Le temple de Salt Lake est une structure centrale de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
Et la capsule temporelle représente un artefact historique important des débuts de l'église. La capsule temporelle a été enterrée le 6 avril 1892 lors de l'inauguration du temple de Salt Lake. Elle a été créée par Wilford Woodruff, alors chef de l'église, qui souhaitait préserver des souvenirs et des documents importants pour les générations futures. Le contenu a été soigneusement sélectionné pour représenter les croyances, l'histoire et la culture de l'église. Il comprenait des photographies de dirigeants et de membres de l'église, des exemplaires de publications de l'église, un exemplaire du livre de Mormon et divers autres objets considérés comme importants pour les débuts de l'histoire de l'église. Au fil des ans, le contenu de la capsule temporelle du temple de Salt Lake a été périodiquement revu et mis à jour pour s'assurer qu'il reste pertinent et qu'il reflète les croyances et les pratiques actuelles de l'église. En fait, la capsule a été rouverte et mise à jour 4 fois, en 1931, 1951, 1972 et 1992. Les humains et les dinosaures cohabitaient-ils côte à côte? À première vue, cela semble impossible, car l'évolution humaine s'est produite bien plus tard que celle des dinosaures. Mais et si nous vous disions que des recherches récentes suggèrent que les mammifères placentaires, notamment les humains, les chiens et les chauves-souris, sont en réalité originaires du Crétacé et ont brièvement vécu aux côtés des dinosaures? Ces découvertes ont ému les scientifiques car elles ont soulevé des doutes sur la date de leur apparition sur Terre, si c'était avant ou après l'extinction des dinosaures. Des fossiles de mammifères placentaires n'avaient été découverts auparavant que dans des couches rocheuses vieilles de moins de 66 millions d'années, ce qui correspond à l'impact cataclysmique d'un astéroïde qui a bouleversé la planète. Cependant, grâce à une analyse minutieuse des fossiles, les chercheurs ont maintenant confirmé que les mammifères placentaires existaient effectivement avant l'extinction massive connue sous le nom de limite Crétacé-Paléogène. Et il est intéressant de noter que l'étude démontre que ces mammifères n'ont véritablement prospéré et se sont diversifiés qu'après que l'impact de l'astéroïde ait anéanti les dinosaures. Cela suggère que l'absence de dinosaures a permis aux mammifères placentaires de prospérer et d'évoluer. Les sites de dolmens de Gochang, Hwasun et Ganghwa, situés dans le comté de Gochang, province de Jeolla du Nord, étaient utilisés comme marqueurs funéraires et à des fins rituelles. Ces sites remontent au 1er millénaire avant notre ère, à l'époque où la culture mégalithique était à son apogée sur la péninsule coréenne. Le site de Gochang comprend un grand groupe de dolmens, avec un total de 447 dolmens dispersés dans le village de Maesan. Les sites de dolmens de Hwasun contiennent 596 dolmens, le plus grand mesurant 7,3 mètres de long, 4 mètres d'épaisseur et pesant environ 280 tonnes. L'île de Ganghwa abrite un nombre important de dolmens qui reflètent les pratiques et rituels funéraires de l'âge de bronze. Les dolmens étaient généralement construits en plaçant de grosses pierres verticales dans le sol comme supports latéraux et en posant une pierre plate sur le dessus comme pierre de couronnement. Comparés aux dolmens découverts dans d'autres régions de Corée, ceux de l'île de Ganghwa sont situés à des altitudes relativement plus élevées, de 250 à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. La grotte des 7 dormants, également connue sous le nom d'Achabé Kahf, est une grotte mentionnée dans les traditions chrétiennes et musulmanes. Selon la légende, un groupe de jeunes hommes connus sous le nom des 7 dormants ont cherché refuge dans cette grotte pour échapper aux persécutions religieuses de l'empereur romain Dès vers 250 après Jésus-Christ. Selon le Coran, ils se sont miraculeusement réveillés des siècles plus tard. La grotte aurait été redécouverte en 1951 et se situe en Iran, plus précisément dans le village d'Al-Rajib près de Qazvin. Il est important de noter que d'autres endroits sont également considérés comme la grotte des 7 dormants, mais aucun n'a été définitivement prouvé comme étant le site d'origine de la légende. Les sites alternatifs possibles incluent Éphèse en Turquie, Damas en Syrie et Afsin et Tars en Turquie. La grotte des 7 dormants en Iran est une ancienne grotte funéraire creusée dans la roche avec plusieurs sépultures à l'intérieur. Dans la tradition islamique, l'histoire des compagnons de la caverne est considérée comme une preuve du pouvoir divin d'Allah, soulignant l'événement miraculeux des 7 jeunes hommes s'endormant et se réveillant plus de 300 ans plus tard. L'Aktun Tunikil Muknal était un secret bien gardé jusqu'aux années 1980, lorsque des explorateurs britanniques sont tombés par hasard sur son entrée alors qu'ils cherchaient un ancien site funéraire maya. Pendant plus d'un millénaire, de 700 après Jésus-Christ environ jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, cette grotte a constitué une partie importante de la culture maya. Cachée dans le district de Cayo au Belize, la grotte ATM attire les aventuriers du monde entier.
Ce n'est pas n'importe quelle grotte, c'était un lieu sacré pour les Mayas, utilisé pour les offrandes rituelles destinées à apaiser les dieux. Les Mayas croyaient que cette grotte offrait un passage vers le monde souterrain et qu'à travers des offrandes et des rituels, ils pouvaient communiquer avec les dieux pour assurer la prospérité et le bien-être de leur peuple. Ces cérémonies sacrées étaient souvent dirigées par des chamans ou des prêtres qui guidaient les offrandes choisies lors de leur voyage final. Aujourd'hui, les visiteurs de la grotte peuvent encore voir des traces de ces pratiques anciennes, notamment les restes de nombreuses offrandes. Le plus frappant est peut-être la Crystal Maiden, une jeune fille dont les os se sont calcifiés au fil du temps, lui donnant une apparence éblouissante dans l'obscurité de la grotte. Dans la New Forest en Angleterre, il y a des arbres qui ont jusqu'à 1000 ans. Ils datent d'environ l'époque de la conquête de l'Angleterre au XIe siècle par les Normands français. En se promenant à travers eux, on voit des preuves évidentes de l'activité humaine, tant positive que maléfique. En effet, des symboles et des formes ont été gravés dans les arbres. Les chercheurs ont trouvé toutes sortes de choses, mais les plus étranges de toutes sont les symboles de sorcières et le W qui servait d'amulette pour éloigner le mal. Certaines de ces sculptures remonteraient au XVIe siècle. La sculpture la plus courante, cependant, est le signe du roi, utilisé entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle, pour indiquer quels arbres devaient être récoltés pour la construction navale. Homo heidelbergensis est une espèce éteinte d'humains anciens qui vivait en Afrique, en Europe et peut-être dans d'autres parties du monde il y a environ 600 000 à 300 000 ans. Ces humanoïdes avaient un crâne plus grand et un visage plus plat que les espèces humaines antérieures. Ils avaient des arcades sourcilières proéminentes et une taille de cerveau allant d'environ 1100 à 1400 cm3, ce qui est plus grand que celui des humains modernes. Homo heidelbergensis est originaire d'Afrique, mais s'est ensuite répandu en Europe. Les preuves fossiles suggèrent que diverses populations d'Europe et d'Afrique ont finalement donné naissance à deux espèces distinctes, Homo neanderthalensis en Europe et Homo sapiens en Afrique. Il existe des preuves de lances en bois et de haches en pierre trouvées sur des sites archéologiques qui leur sont associés. Il existe également des preuves de croisement entre Homo heidelbergensis et d'autres espèces humanoïdes telles que les néandertaliens et les dénisoviens. Cela suggère que des échanges génétiques ont eu lieu entre différents groupes humanoïdes au cours de cette période. Le sceau de Salomon est un symbole associé au roi Salomon, un personnage biblique connu pour sa sagesse ainsi que ses capacités magiques. Le sceau revêt une importance culturelle et religieuse considérable dans le judaïsme, l'islam et diverses traditions occultes. Dans les traditions juives et islamiques, il est souvent représenté sous la forme d'une étoile à 6 branches formée de 2 triangles imbriqués. On pense qu'il s'agit d'une chevalière magique utilisée par le roi Salomon pour contrôler les démons, commander aux esprits et se protéger des forces du mal. Selon le folklore, l'anneau aurait permis à Salomon de communiquer avec les animaux et de comprendre leur langue. Tout au long de l'histoire, la découverte d'artefacts ou d'objets liés au roi Salomon ou à son sceau a fait l'objet de revendications et de légendes. En octobre 2017, la police turque a affirmé avoir trouvé le sceau après avoir arrêté un contrebandier d'objets anciens. Avec le sceau, ils ont découvert 5 tablettes d'or, une figurine de taureau en or et une amulette en bronze, toutes deux portant des inscriptions hébraïques. La capsule temporelle d'Hiroshima Expo 70 est une capsule temporelle créée pour commémorer le 25e anniversaire de l'attaque à la bombe atomique d'Hiroshima, au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale. La capsule a été enterrée le 10 mars 1970 sur le site de Expo 70 à Osaka, une exposition universelle au Japon. La capsule était faite d'acier inoxydable et conçue pour rester enterrée pendant 500 ans. Elle était remplie de divers objets, dont des photos de la dévastation causée par l'attaque à la bombe atomique, des témoignages de survivants et des messages de personnes du monde entier exprimant leur espoir de paix et d'un monde dénucléarisé. Outre la capsule temporelle, Hiroshima disposait également d'un pavillon à Expo 70 pour présenter la reconstruction de la ville. Ce pavillon présentait des expositions soulignant les dangers des armes nucléaires et prônant le désarmement. La capsule temporelle devrait être ouverte en l'an 2470. Cependant, en raison de préoccupations concernant la corrosion et la dégradation de la capsule au fil du temps, il a été décidé de déterrer la capsule après seulement 30 ans, en l'an 2000, et de la remplacer par une nouvelle capsule.
La tapisserie de Bayeux est une œuvre d'art médiévale documentant l'invasion et la conquête de l'Angleterre en 1066 par les Normands du nord de la France. Le but de la création de la tapisserie reste incertain, mais on suppose qu'elle date des années 1070 et qu'elle pourrait avoir été réalisée à Canterbury, en Angleterre, par des brodeurs anglais. La plupart des érudits pensent qu'elle a été commandée par l'évêque Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant. La tapisserie était probablement destinée à être exposée dans la cathédrale de Bayeux, peut-être en commémoration de sa consécration en juillet 1077. Contrairement à ce que son nom indique, la tapisserie de Bayeux n'est pas tissée, mais elle se compose de 58 scènes soigneusement brodées sur une toile de lin beige. D'une hauteur d'environ 50 cm et d'une longueur impressionnante de 68 mètres, la tapisserie représente une série d'événements menant à la célèbre bataille d'Hastings le 14 octobre 1066. Les scènes comprennent des batailles, des funérailles, un couronnement, deux fêtes, la construction navale, une flotte traversant la Manche, la mort de deux rois, de la cavalerie normande, des fantassins anglais et de nombreux cadavres sur le champ de bataille. Bien que la tapisserie de Bayeux ait longtemps été associée à la cathédrale de Bayeux, certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait mieux s'adapter à un contexte laïque tel qu'un palais. Selon les croyances navarros, ces formations ont été créées par des êtres anciens connus sous le nom de peuples sacrés qui ont autrefois foulé la terre. Située dans la nation Navajo, une réserve qui s'étend à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, ces formations naturelles s'élèvent jusqu'à 300 mètres dans le ciel. Dans cette zone spécifique, on peut trouver une collection de blocs parfaitement rectangulaires et cubiques. Ce qui les distingue, c'est leur étonnante précision, avec des angles exacts à 90 degrés et des lignes droites. Les dimensions de ces blocs sont si précises qu'elles ressemblent à des tôles découpées au laser. On estime que les blocs cubiques pèsent à eux seuls environ 670 tonnes, tandis que les blocs rectangulaires plus grands peuvent peser jusqu'à 900 tonnes. Plus intrigants encore sont les dessins anciens disséminés sur le site qui auraient été créés par le peuple Navajo. Le relief de Burney, également connu sous le nom de la Reine de la Nuit, est un ancien artefact mésopotamien actuellement conservé au British Museum de Londres. On pense qu'il a été créé à Babylone entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ sous le règne du roi babylonien Hammurabi. Le relief représente une déesse, bien que son identité exacte reste sujette à débat. Une théorie suggère qu'elle représente la déesse Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, tandis que d'autres proposent qu'elle soit sa sœur et rivale, Ereshkigal, la souveraine des enfers. Certains érudits pensent qu'elle pourrait représenter Lilith, une figure associée plus tard aux démons ou aux esprits de la nuit dans la tradition juive. Le relief de Burney est unique parmi les œuvres d'art mésopotamiennes car il montre une représentation complète de la déesse plutôt que seulement ses symboles. Elle porte une coiffe à cornes et tient la verge et l'anneau de la justice, symbole de la divinité dans la culture mésopotamienne. On pense qu'il a été découvert lors de fouilles dans des ruines babyloniennes antiques dans le sud de l'Irak au début des années 1920. Initialement détenue par un marchand syrien, elle a finalement été retrouvée au British Museum de Londres. La grotte Huautla, une merveille cachée au fond des montagnes d'Oaxaca, au Mexique, a été dévoilée en 1967 par l'explorateur spéléologique américain Phil Smith. Ce gigantesque système de grottes, avec plus de 60 km de sentiers sinueux et de passages plongeant jusqu'à près de 300 mètres de profondeur, est connu comme l'une des grottes les plus difficiles au monde. À l'intérieur de ce royaume souterrain, vous trouverez d'énormes stalactites et stalagmites, certaines mesurant jusqu'à 3 mètres de long, qui grandissent un peu plus chaque année. C'est aussi l'endroit où l'on peut rencontrer Stygobromus huautlensis, une espèce de crevette unique qui s'est adaptée à la vie dans l'obscurité totale du lac souterrain. Mais ne vous laissez pas tromper par la beauté de ce système de grottes. L'explorer n'est pas un jeu d'enfant. La grotte est parsemée de crevasses étroites, de gouffres profonds et de passages sous-marins que même les aventuriers les plus chevronnés trouvent difficiles. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est également habitée par certaines des créatures les plus dangereuses de la région, notamment des araignées et des chauves-souris venimeuses. En ces temps modernes, il n'est pas surprenant que les robots fassent les découvertes archéologiques les plus effrayantes. En 2018, une nouvelle est apparue selon laquelle une équipe de minuscules robots, lâchés sur un temple vieux de 3000 ans au Pérou,
était tombé sur un labyrinthe souterrain de malheur. Ce dédale de tunnels déroutant daterait de 500 avant Jésus-Christ et a conduit à une révélation encore plus choquante. En effet, ils y ont trouvé les restes de 3 squelettes censés avoir été sacrifiés à un moment donné. Le temple en question s'appelle le temple Chavin de Wantar. La culture Chavin a vécu de 1700 à 300 avant Jésus-Christ et était connue pour ses sculptures très élaborées. On pense également que les dirigeants de ce peuple avaient des pouvoirs supérieurs. L'homme Boskop est l'une des espèces humanoïdes les plus mystérieuses de l'histoire. Ils étaient différents des humains modernes, avaient un cerveau plus gros que nous, mais des visages aux proportions enfantines. La découverte de l'homme Boskop remonte au début du XXe siècle. Des fossiles, notamment des fragments de crâne, ont été découverts dans la région de Boskop en Afrique du Sud. Cet humanoïde a été initialement décrit comme ayant un volume cérébral important et un petit visage. Certaines estimations suggèrent un volume cérébral d'environ 1980 cm3, nettement plus grand que le cerveau humain moderne moyen. Certains scientifiques affirment que les estimations initiales de la taille du cerveau étaient probablement surestimées en raison de l'épaississement du crâne et d'autres facteurs. D'un autre côté, certains chercheurs proposent que les crânes de Boskop pourraient représenter une variation régionale ou une population isolée d'Homo sapiens plutôt qu'une espèce distincte. L'homme Boskop était-il réellement un humain ou s'agissait-il d'une autre espèce? Et si oui, que leur est-il arrivé? Le marteau de Thor, également connu sous le nom de Mjolnir, est un symbole associé au dieu nordique Thor dans la mythologie nordique. Selon la mythologie nordique, le marteau de Thor a joué un rôle crucial dans la protection d'Asgard, la demeure céleste des dieux, contre les géants. Le marteau était considéré comme une arme incroyablement puissante, capable d'aplatir des montagnes. Il était également associé aux rituels religieux et utilisé lors des cérémonies de bénédiction des mariages et des naissances. L'importance du marteau de Thor dans la culture viking est soulignée par sa présence fréquente aux côtés des croix chrétiennes sur les amulettes. Cette combinaison de symboles offrait une double protection aux porteurs. La découverte du marteau de Thor sur l'île de Lolland, au Danemark, est une découverte archéologique importante si elle est authentique. L'artefact a été mis à jour à Kobelef, sur l'île de Lolland, et daterait du Xe siècle. Croyez-le ou non, les nazis cherchaient désespérément le marteau de Thor. Heinrich Himmler, en particulier, a déployé des efforts considérables pour localiser le marteau, pensant qu'il s'agissait d'une arme très avancée. Il y a 40 ans, lors du pique-nique annuel du 4 juillet 1981, une cérémonie a eu lieu pour commémorer la création du Skywalker Ranch, qui allait bientôt devenir le siège officiel de Lucasfilm une fois les nouveaux bâtiments achevés. Pour célébrer le 10e anniversaire de la société et inaugurer officiellement cette nouvelle ère pour Lucasfilm, une capsule temporelle a été placée dans la pierre angulaire du bâtiment principal. Cette capsule contenait divers souvenirs et artefacts représentant l'héritage culturel et commercial de Lucasfilm jusqu'à ce jour. Le contenu comprenait des objets liés à Star Wars tels que diverses figurines, un jouet miniature R2D2 à remonter et bien d'autres choses encore. Elle contient également des archives de moments importants de l'histoire de Lucasfilm, tels que l'accord original entre Lucasfilm et Universal pour American Graffiti en 1973 et le mystérieux film de science-fiction sans nom. George Lucas espère que la capsule temporelle restera ouverte pendant longtemps. Si c'est le cas, elle suscitera certainement l'amusement, l'émerveillement et la curiosité de ceux qui la découvriront à l'avenir. Profondément caché dans l'Up Holland à Wigan en Angleterre et soigneusement gardé par les résidents locaux, se trouve la mystérieuse grotte de l'œil du dragon. Ce trésor caché n'est accessible que par une petite ouverture dans le sol de la grotte, bien nommée fenêtre. L'emplacement de cette grotte reste un secret bien gardé, partagé uniquement avec un groupe sélectionné d'aventuriers et des résidents vigilants qui lui servent de gardiens. Au cœur de la grotte attend un spectacle fascinant pour les explorateurs, l'époustouflant œil du dragon. On pense que cette formation remarquable proviendrait d'un ancien puits de mine transformé en une merveille naturelle. Les motifs des roches à l'intérieur de la grotte ont conduit à la création d'une structure sphérique qui ressemble tout droit à un roman de J.R.R. Tolkien. Cette illusion est créée par l'interaction intelligente de la lumière et des angles de caméra, donnant l'impression que l'œil d'un dragon mystique vous regarde. Pour atteindre ce point de vue remarquable, les aventuriers doivent manœuvrer à travers la fenêtre du sol de la grotte, ce qui nécessite de monter et de descendre.
Les alignements de Karnak, érigés par les peuples pré-celtiques de Bretagne au cours de la période néolithique, sont estimés avoir entre 5000 et 7000 ans. Situé près de la côte sud de la Bretagne, dans le nord-ouest de la France, le site se compose d'alignements de pierres, de dolmens, de tumulus et de menhirs. On y trouve plus de 3000 pierres taillées dans le granit local. Parmi elles se trouve un dolmen classique avec une pierre de couverture de 40 tonnes, reposant sur des piliers d'environ 1,8 m de haut. Les pierres sont disposées en diverses formations, y compris des alignements qui s'étendent sur des kilomètres le long de la côte, couvrant une superficie d'environ 40 hectares. Certaines théories suggèrent que les pierres servaient de lieu de sépulture, tandis que d'autres suggèrent qu'elles avaient une signification religieuse ou astronomique. L'histoire de la tour de Babel est racontée dans la Bible dans Genèse 11, 1-9. Selon l'histoire, le peuple de Babylone cherchait à construire une ville puissante et une tour qui atteignait les cieux afin de se faire un nom. Cependant, Dieu perturba leur travail en confondant leur langage, ce qui les rendit incapables de se comprendre. La tour de Babel est souvent interprétée comme un avertissement contre l'orgueil et la désobéissance des humains, ainsi qu'une explication théologique de la diversité des langues au sein de l'humanité. Ce mythe pourrait avoir été inspiré par la ziggourate babylonienne, connue en babylonien sous le nom de Bab-Ilou, la porte de Dieu. Cependant, il existe une théorie qui suggère que Gilgamesh, un puissant roi de l'ancienne Sumérie, aurait été impliqué dans la construction de la tour de Babel. Certaines théories suggèrent que Nimrod, qui est associé à la construction de la tour de Babel dans la Bible, et Gilgamesh pourraient être la même personne. Avez-vous déjà entendu parler de la grotte Lovelock dans l'ouest du Nevada? Cette grotte calcaire était le lieu de rencontre idéal pour les premiers habitants grâce à une protection naturelle et à une abondance de nourriture et d'eau. Les recherches indiquent que les gens se sont installés ici vers 3000 ans avant Jésus-Christ et depuis lors, la grotte a été utilisée par divers groupes. Les fouilles du XXe siècle ont révélé de nombreuses découvertes étranges et bizarres. Parmi ces découvertes figuraient des histoires de géants aux cheveux roux. Oui, vous avez bien entendu, des géants. Des rumeurs suggèrent que leurs restes momifiés ont été retrouvés dans la grotte. Et ce n'est pas tout, il y avait aussi des sandales préhistoriques, des canards leurres faits de rosée tressée et bien d'autres choses étonnantes. Il semble que Lovelock Cave ait abrité les premiers habitants pendant des milliers d'années. On disait que les géants étaient grands et forts avec des cheveux roux et même 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète de leur existence, beaucoup de gens se demandent s'il existe encore une part de vérité dans ces légendes. Certains pensent même que cette mystérieuse race de géants a finalement été vaincue par les tribus amérindiennes. Une statue en pierre a été retrouvée dans un fond boueux de la rivière Zbruk au nord de la petite ville ukrainienne de Oussiatine en 1848. On pense qu'elle a été enterrée là par des tribus nomades turques il y a 1000 ans. Il s'agit d'une sculpture en calcaire gris appelée Balwan ou grand bloc de pierre, représentant une figure divine. Elle a depuis été surnommée l'Idolsbruk, qui se traduit littéralement par guide du monde. Elle est associée à Sevetovid, le dieu slave de la guerre à 4 têtes. Comme vous l'avez déjà constaté, il ne s'agit pas d'une simple statue, elle est quadrangulaire et a une hauteur de 3 mètres. De plus, elle comporte des symboles sur toutes ses faces et de nombreux spécialistes ignorent à quoi elle servait exactement. Les théories varient, mais on pense qu'elle représente probablement 4 dieux slaves différents ou qu'elle représente les 4 saisons que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers d'années, la Terre était habitée par divers groupes de personnes, notamment les humains modernes, les néandertaliens et les dénisoviens. Ces groupes coexistaient, chacun avec ses caractéristiques uniques et sa constitution génétique. Cependant, des découvertes récentes ont mis en lumière l'existence d'un ancêtre fantôme d'anciens humanoïdes descendant probablement de ces groupes connus. Les scientifiques se sont penchés sur l'ascendance génétique des Africains de l'Ouest modernes et ont découvert des preuves fascinantes de croisement entre les premiers humains d'Afrique de l'Ouest et cette énigmatique population d'ancêtres fantômes. L'analyse génétique suggère que l'ADN de ce groupe constitue une part importante allant de 2% à 19% de la composition génétique des Africains de l'Ouest contemporain. On estime que ce métissage s'est produit il y a environ 43 000 ans, une époque où ces anciens humanoïdes coexistaient probablement avec les premiers humains d'Afrique de l'Ouest.
Les liens génétiques ont été observés dans diverses populations d'Afrique de l'Ouest, notamment le peuple Mende en Sierra Leone, les Yoruba, le peuple Essan au Nigeria et d'autres groupes résidant dans les régions occidentales de la Gambie. Les parallèles de métissage qui se sont produits entre les anciens Européens et les Néandertaliens soulèvent la question de savoir qui était cet ancêtre fantomatique, quelles étaient ses habitudes et sa biologie. Le Vaira est une arme symbolique et rituelle dans diverses traditions religieuses, notamment dans le bouddhisme et l'hindouisme. Le terme Vaira se traduit par diamant ou coup de tonnerre en sanskrit, ce qui souligne sa nature indestructible et puissante. Dans le bouddhisme, le Vaira revêt une grande importance spirituelle et rituelle. Il est considéré comme un symbole de l'illumination, de la puissance divine et de la nature inébranlable de la réalité. Le Vaira est souvent représenté sous la forme d'un court sceptre métallique doté de têtes sphériques à chaque extrémité et parfois de branches supplémentaires. Ces deux têtes sphériques symbolisent l'union de la sagesse et de la compassion, les aspects masculins et féminins ou les méthodes de pratique spirituelle. Selon certains rapports, l'objet a été retrouvé, mais la question de savoir s'il s'agit bien de l'objet mythique reste à ce jour un mystère. La capsule temporelle Khéo est un projet initié en 1995 par l'artiste et architecte français Jean-Marc Philippe. L'objectif du projet est de créer une capsule temporelle qui sera lancée dans l'espace et gravitera autour de la Terre pendant les 50 000 prochaines années. La capsule temporelle Khéo est conçue comme un grand vaisseau en forme de pyramide, fabriqué dans un matériau de pointe résistant aux radiations. Elle était destinée à être remplie d'objets divers, y compris des messages de personnes du monde entier, des échantillons de sol, d'air et d'eau provenant de différentes parties de la planète, et même des échantillons d'ADN humain. Ces objets devaient constituer une sorte de message dans une bouteille pour les générations futures et donner un aperçu du monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. La capsule temporelle a également été conçue pour être équipée de diverses technologies permettant aux générations futures d'accéder à son contenu. Ces technologies comprenaient une fenêtre d'observation à travers laquelle les gens pouvaient regarder à l'intérieur sans l'ouvrir. Une découverte intrigante dans l'ancienne Quiche en Irak a soulevé des questions sur une mystérieuse créature appelée Civaterium. Cette créature disparue parcourait autrefois le sous-continent indien et l'Afrique, et on pense qu'elle a disparu il y a des millions d'années. Cependant, des preuves récentes suggèrent qu'il n'a peut-être disparu que relativement récemment. Des peintures rupestres saisissantes du Sahara et du centre-ouest de l'Inde représentent des images ressemblant au Civaterium, peut-être il y a 8000 ans. Une découverte passionnante dans l'ancienne Quiche a ajouté encore plus de mystère à cet animal préhistorique. Les archéologues y ont trouvé un anneau de reine en cuivre datant d'environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Généralement, ces anneaux représentent des animaux de trait comme des chevaux, mais cet anneau montre un animal à bois ressemblant au Civaterium. Les doubles bois avec des cornes plus petites au-dessus des yeux ressemblent également beaucoup à la créature disparue. Grâce à ces doubles bois frappants avec de petites cornes au-dessus des yeux, qui ressemblent beaucoup au Civaterium, les chercheurs ont pu découvrir plus d'informations. Cela signifierait que cet animal a vécu plus longtemps que ce que l'on pensait. Trouvez-vous les grottes effrayantes et en avez-vous déjà visité une? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.